Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément, le numéro 7 du nom, où le principe est essentiellement de revenir sur des choses qui ont pu être abordées à travers différentes vidéos de la chaîne, notamment des exos de colle, des petits exos de colle, voire même d'autres concepts dans lesquels on a pu aborder des exercices comme les pêle-mêles, et de les approfondir ou de revenir dessus en proposant d'autres résolutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle résolution d'un petit exo de colle, le petit exo de colle numéro 46, dont l'énoncé est ici, et je vais me permettre donc de le relire. Existe-t-il une suite A1 jusqu'à AN carré de réels telle que n'importe quelle matrice n fois n formée de ces réels est inversible? Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ce petit exo de colle numéro 46, je vous invite dès maintenant à aller jeter un coup d'œil à cet exercice. Le lien est en description parce que je pense que ça vaut vraiment le détour. La résolution que j'ai pu vous en proposer est très sympathique. Alors, juste pour l'histoire un petit peu, cet exercice est un exercice que j'avais trouvé à travers des exercices d'Oro XENS et il était pour moi assez difficile de trouver une résolution de cet exercice. D'ailleurs, il a fallu que je reporte un petit peu la sortie de la vidéo que j'avais prévue à la base, du temps où j'avais pas vraiment une grande planification pour les sorties vidéo, mais bref. Ça a été assez compliqué de trouver une résolution. Même sur Internet, j'ai pas réussi à trouver une résolution. Il a fallu que j'y m'y mette davantage et que je sorte complètement du contexte de cet exercice pour pouvoir vous proposer une résolution assez intrigante faisant intervenir de la topologie. Je ne vais pas en dire davantage parce que j'aimerais vraiment vous laisser le plaisir de découvrir cette résolution si ça ne vous parle absolument pas. Donc allez-y, jetez un coup d'œil à cette résolution avant de regarder donc cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre résolution qui m'a été proposée par certains d'entre vous. Donc il y a eu des discussions notamment sur le fait de proposer une résolution constructiviste de cet exercice. Donc qu'est-ce que j'entends par résolution constructiviste? J'entends ici de pouvoir construire explicitement une suite qui permettent de vérifier les conditions que l'on souhaite ici. Car en effet, la preuve que j'avais pu proposer, basée sur de la topologie, n'est pas du tout une preuve constructiviste, puisqu'on ne vous donne pas explicitement une suite qui va fonctionner. Mais on vous dit les raisons pour lesquelles il doit exister une telle suite. Et là, suite aux différentes discussions que j'ai pu avoir avec vous, eh bien, j'ai pu donc avoir accès à une autre résolution qui était tout aussi intéressante, constructiviste, et j'aimerais vous la partager. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais aussi rappeler que cette vidéo, en fait, c'est juste la reprise d'une ancienne vidéo qui a été faite il y a quelques temps de cela. C'était présenté sous la forme de retour au petit exocode numéro 46. C'était avant même que le concept de complément n'existe, bien que déjà j'avais en tête l'envie de revenir sur de précédents exercices abordés sur la chaîne et d'aller un petit peu plus loin, voire de proposer d'autres résolutions. C'est pour cela aussi que est né le concept de complément. C'est vraiment lié à cette idée-là de pouvoir revenir sur des exercices. Et je dois dire que ce petit exocode numéro 46 était un des moteurs pour lesquels j'ai voulu vous proposer ce concept. Voilà. Maintenant, parenthèse entièrement fermée, nous allons donc ici résoudre l'exercice en vous proposant une construction explicite de matrices qui permettent de satisfaire à ces conditions. Alors on est parti. Et avant de me lancer vraiment à vous donner la construction explicite, on va faire une petite parenthèse sur deux petites choses. La première, c'est sur la décomposition binaire des entiers. Binaire des entiers. Donc si je me donne un entier naturel non nul, et que je pose k comme étant la partie entière du logarithme deuxième de n, alors il existe un unique uplet de epsilon, ici k plus 1 uplet, epsilon 0 jusqu'à epsilon k, des éléments qui vont valoir soit 0, soit 1, tel que je peux écrire mon entier sous la forme d'une somme m allant de 0 à k, donc de epsilon m de puissance m. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la décomposition binaire de n'importe quel entier. Et pour prouver ce résultat-là, c'est essentiellement un jeu de division euclidienne à faire par 2. Et donc, vous pouvez faire une récurrence selon la valeur du log deuxième de n. C'est pas si difficile à faire. C'est un résultat très très classique, vraiment utilisable dans pas mal de choses, notamment en informatique, bien évidemment, puisque pour tous les codages qui sont faits en binaire, eh bien, ces décompositions apparaissent
tout le temps, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un très joli résultat sur la décomposition binaire. Et ça va impliquer quelque chose aussi très intéressant. C'est la chose suivante. Si je considère deux ensembles, deux sous-ensembles de un n carré, et je fais exprès de prendre des sous-ensembles dans un n carré, je pourrais très bien juste prendre des sous-ensembles dans n étoiles si je voulais. Bon, je vais peut-être même faire ça. Donc je vais prendre des sous-ensembles dans n étoiles. Voilà, donc deux sous-ensembles de n étoiles finis. Je vais quand même préciser ça. Alors si j'ai deux sommes qui s'écrivent sous la forme suivante, la somme pour i dans grand I de 2 puissance i, qui est égale à la somme pour j dans grand J de 2 puissance j, alors ça c'est équivalent à dire que l'ensemble i est égal à l'ensemble j. Et ça vient vraiment de l'unicité de la décomposition en binaire en fait de n'importe quel entier. Alors donc à cause de cette décomposition binaire, vous êtes en train de dire que vous avez un entier qui pourrait se décomposer de deux manières distinctes, si grand I était différent de grand J, de deux manières distinctes par rapport à la décomposition binaire. Et bah ça, c'est pas possible. Donc pour justement mettre en avant cette unicité, cela va donc impliquer en effet que les deux ensembles qui sont en jeu sont égaux. Ici, ce qui va m'importer un peu plus, c'est pas juste de prendre des sous-ensembles finis, je vais prendre plutôt des sous-ensembles qui sont dans un n carré. Mais sachez que voilà un énoncé plus général qui fonctionne et qui est vraiment une conséquence de cette décomposition binaire. Alors la deuxième parenthèse que je dois faire avant de vous proposer une construction explicite d'une suite qui va fonctionner, c'est les nombres transcendants. Alors on en a vu déjà pas mal des exercices qui parlent des nombres algébriques et des nombres transcendants. Je vais mettre quelques liens en description si ça vous intéresse de creuser un petit peu la chose. Ici, je vais juste aborder la notion très brièvement, donc nombre transcendant sur Q. Donc on dit qu'un nombre est algébrique d'abord. Si c'est un nombre alpha qui est complexe et tel qu'il existe un polynôme à coefficient rationnel où alpha est une racine. Donc c'est ça que ça veut dire avoir un nombre algébrique sur Q. Ça veut dire qu'il existe un polynôme à coefficient sur Q tel que le nombre alpha en question est une racine. Bien sûr, on peut construire des nombres algébriques dans un cadre beaucoup plus général avec n'importe quel corps et dans des extensions de corps. On en parlera probablement à travers le prochain numéro d'un truc en plus qui, croisons les doigts, devrait sortir d'ici pas très longtemps après cette vidéo. On verra bien. Bref, donc ça, ce sont les nombres algébriques. Vous en connaissez plein, hein, donc notamment racine de 2 par exemple. Vous avez i, etc. Et on appelle un nombre transcendant un nombre qui n'est pas algébrique. Non algébrique. Et donc là, il y a des exemples de nombres transcendants qui existent. On avait vu notamment dans des exercices précédents les nombres de Liouville. Il y a pi, bien sûr, e, etc. Donc il existe bien sûr beaucoup de nombres transcendants et en fait une infinité non dénombrable, puisqu'en effet on peut démontrer que l'ensemble des nombres algébriques forme un ensemble dénombrable, étant donné que Q est dénombrable, et que les polynômes, on peut vérifier que c'est un ensemble dénombrable. Donc globalement, c'est grâce à ça qu'on peut montrer que l'ensemble des nombres algébriques est un ensemble dénombrable. Et comme on sait que R ou C, c'est un ensemble qui n'est pas dénombrable, bien évidemment, alors le complémentaire se doit de ne pas être dénombrable. Donc vraiment, il y a une infinité de nombres transcendants qui existent, une infinité non dénombrable. Donc ça va pas ce qui va nous manquer. Et on va avoir besoin donc de prendre un nombre transcendant et de jouer avec ces décompositions binaires pour pouvoir construire les matrices que l'on souhaite. Alors on est parti, maintenant que j'ai fait ces rappels, on est parti pour expliciter une construction de matrice qui va convenir, ou en tout cas une construction de suite, puis de matrices qui vont convenir. Alors, pour la construction, ce que nous allons faire, c'est donc prendre alpha, un nombre complexe transcendant. Donc là, si vous voulez, vous prenez le nombre transcendant qui vous plaît le plus, soit un nombre de Liouville, soit pi, soit e, peu importe. Donc prenez un nombre transcendant et considérons alors n entier naturel non nul. On va poser an comme étant alpha à la puissance 2 puissance n. Très bien.
Alors pourquoi ça? L'idée étant derrière ce truc-là, c'est de dire qu'on va avoir alpha puissance des entiers. Donc après le 2 puissance n, je vais l'expliquer d'ici quelques instants, mais déjà le fait de dire que an c'est juste une puissance d'alpha, c'est tout simplement pour faire en sorte que quand on va calculer les déterminants, on se retrouve avec une expression polynomiale en alpha. Et avec cette expression polynomiale en alpha, eh bien, il va falloir ensuite justifier que d'une part, ce polynôme est non nul, parce que ça, c'est peut-être pas forcément garanti, et c'est là où le fait de jouer avec les 2 puissance n va être important. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce polynôme en alpha, comme on sait que ce polynôme va être à coefficient entier, et ça va être dû à l'expression du déterminant, qu'on va rappeler d'ici quelques instants, l'expression explicite théorique, donc du déterminant. Grâce à ça, eh bien, on va pouvoir conclure que nous avons un polynôme à coefficient dans z non nul que nous calculons pour un nombre transcendant, et par conséquent, ça veut dire que ce déterminant est non nul. Voilà, tout simplement parce que comme alpha est transcendant, ça ne peut pas être une racine du polynôme en question. Très bien, donc allons un tout petit peu plus loin maintenant. Donc, et vous allez voir apparaître cette question de pourquoi en effet on veut un polynôme en alpha, et puis ensuite le pourquoi on prend des 2 puissance n. En fait, on va faire intervenir cette chose-là. Donc, alpha, blablabla, transcendant. Est-ce qu'il me manque quelque chose? A priori, je pense pas. Non, je pense que c'est pas trop mal. Très bien, donc je vais considérer, pour l'instant, je vais considérer la matrice la plus simple que je pourrais considérer. Alors d'ailleurs, je mets AN, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre N parce que N est déjà fixé. Je vais plutôt mettre K. Voilà. Et puis on va donc considérer pour l'instant la matrice la plus simple qui soit. Donc M égale MIJ. Et ici, MIJ, je veux que ce soit AN fois I-1 plus J. En espérant ne pas avoir fait de bêtises. Tac, tac, tac. Peut-être je dois mettre... Non, plus J, ça doit être bien ça. Hein. Plus J. Donc et là, je veux que I aille de 1. Donc I et J vont de 1 à N, bien sûr. I et J de 1 à N. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire en proposant cette matrice? C'est juste que je viens d'écrire la matrice A1, A2, blablabla, jusqu'à A à N. Ensuite AN plus 1, AN plus 2. Donc en fait, je mets juste de manière un peu bébête les coefficients, enfin les éléments de ma suite, juste de ligne en ligne, de gauche à droite, et puis je vais de haut en bas. D'accord? Donc, rien de bien méchant, c'est juste un agencement possible. Bien sûr, après, il va falloir faire de la permutation sur les coefficients qui sont en jeu, mais vous allez voir que l'argument que je vais lancer pour montrer que cette matrice est inversible, vous pourrez le relancer pour n'importe quelle permutation de ces suites. Donc très bien, alors maintenant qu'on en est là, eh bien, je veux calculer le déterminant. Donc, déterminant de cette matrice, et c'est là où on utilise l'expression théorique. Donc l'expression théorique, c'est la fameuse somme dépendant des permutations de Sn, de la signature de ma permutation, fois le produit des mi sigma i. I allant de 1 à n. Voilà le calcul explicite du déterminant, ça fait pas de mal de revoir ces formules d'ailleurs. Donc la formule du déterminant de manière théorique est la suivante. Je rappelle que cette formule théorique n'est pas forcément des plus utiles si on veut calculer un déterminant explicite, notamment le déterminant de matrice 5 x 5 par exemple. Ça peut être vraiment très long, puisque là, il faut avoir 5 factoriels termes. C'est donc très long, voilà. Mais par contre, si on veut démontrer des choses un peu théoriques, eh bien, cette formule-là est vraiment très utile. Et là, notamment, on veut démontrer quelque chose d'un peu théorique, même si il y a aussi un peu de pratique, parce que là, on est en train de chercher à expliciter des matrices qui marchent. Bref, donc maintenant, si je vais un tout petit peu plus loin, à quoi va ressembler ce terme-là? Eh bien, ce terme-là, donc c'est censé être un produit de ANI-1 plus J. Très bien. Ce J étant en fait finalement un sigma de I. Très bien. Et vous savez que vous avez alpha puissance 2 puissance 7 indices. Donc on va se retrouver finalement avec un produit de alpha puissance 2 puissance un truc qui dépend de I. Et quand on a un produit de alpha puissance, on peut écrire finalement alpha puissance la somme. Donc en fait ce truc-là, ça va être alpha à la puissance somme pour I allant de 1 à N de 2 puissance. Et là je mets N fois I-1 plus sigma de I. Et donc je peux considérer un ensemble parce que j'aimerais bien
jouer un peu là-dessus, donc je vais être un petit peu plus précis. Je vais considérer I sigma n, l'ensemble justement de ces indices-là. Donc n fois I moins 1 plus sigma de I, avec I qui va de 1 à n. Donc je vais considérer ces choses-là. Et ça veut dire que je vais pouvoir réécrire ce résultat-là comme étant tout bêtement alpha à la puissance somme pour I dans I sigma n de 2 puissance I. I, ouais, je ne veux pas écrire I, peut-être, c'est pas une bonne idée. On va dire L là-dedans, 2 puissance L. Et là, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est très utile d'avoir fait ça, c'est que maintenant, on va pouvoir affirmer que chacun des termes qui apparaît ici sont des monômes de degrés tous distincts. Donc tous les monômes, donc tous les alpha puissances qui vont apparaître, les puissances sont tous distincts. Donc à cause de cette propriété-là, bon, je vais effacer juste une partie, mais ce qui m'importe, c'est surtout ça. Donc cette condition-là me dit, dans mon exemple, que si je veux avoir cette somme-là, donc I sigma n de puissance L, doit être égale à la somme pour, que je fasse pas de bêtises, L' appartenant à I sigma prime n de 2 puissance L'. Cela équivaut à dire que I sigma n doit être égal à I sigma prime n. Mais ça, alors si vous regardez d'un petit peu plus près à quoi ressemblent les termes, vous n'avez pas beaucoup de choix, hein, parce que pour un I donné, déjà, si vous prenez I égale 1, vous pouvez constater qu'il va y avoir qu'un seul nombre qui va se trouver entre 1 et n, puis un seul nombre qui va se trouver entre n et 2n, puis, enfin n plus 1 et 2n, puis un seul nombre qui va se trouver entre 2n plus 1 et 3n. Donc, or, l'intersection de I sigma n avec l'ensemble des entiers qui vont de... donc je vais l'écrire comme je l'ai commencé à le dire. Kn plus I plus 1 jusqu'à K plus 1 n. Cette intersection, il n'y en a qu'un seul d'élément qui est là-dedans. Ça va être l'élément qui s'écrit K fois 1. Je vais l'écrire comme ça. K fois n, comme ceci, plus sigma de K. De K moins 1 du coup. Il va y avoir vraiment qu'un seul élément qui va apparaître et c'est vraiment dû à la division euclidienne par rapport à n, si vous voulez. Hein. C'est vraiment ça hein, qui vous permet d'affirmer qu'il va y avoir qu'un seul élément là-dedans. Et donc, si vous voulez avoir égalité entre ces deux ensembles, ça veut dire qu'il faut avoir égalité entre ces choses-là. Donc, ça veut dire que nk plus sigma de k moins 1, on va réfléchir si c'est pas plutôt k plus 1, ça doit être plutôt k plus 1. Hop. Puisque k ici, donc le k ici est compris entre 0 et n moins 1, bien sûr. Donc ouais, c'est plutôt K plus 1. Donc ça, sigma de K plus 1 doit être égal à NK plus sigma prime de K plus 1. Et vous voyez alors que ça veut dire que sigma de K plus 1 doit être égal à sigma prime de K plus 1. Et ce pour tout cas entre 0 et n-1. Donc autrement dit, vous faites un réagencement d'indices et vous vous retrouvez en fait à avoir que sigma doit être égal à sigma prime. Et donc, si sigma doit être égal à sigma prime, ça veut dire en effet qu'il n'y a qu'un seul monôme avec une telle puissance donnée par I sigma qui apparaît dans l'expression polynomiale de cette chose-là. Très bien, donc l'autre chose que je voulais aussi mentionner, c'est que ce truc-là, c'est une valeur entière, hein, donc c'est un élément dans Z. Donc grâce à ce que je viens d'expliquer ici, vous n'avez pas trop de choix. Ce que vous avez ici, c'est un polynôme à coefficient dans Z qui est non nul. Ainsi, det de M est un élément dans Z crochet alpha. Donc c'est un polynôme à coefficient entier dépendant de alpha. Donc là, vous pouvez mettre x puissance à la place de alpha, ça marchera aussi. Et ce qui importe, c'est que c'est surtout un polynôme dont le polynôme est non nul.
dont le polynôme associé est non nul. Non nul étant donné qu'on n'a que des monômes de degrés distincts qui apparaissent dans la somme. Donc comme on a des polynômes, enfin comme on n'a que des monômes de degrés distincts qui apparaissent dans la somme, ils ne peuvent pas s'annuler les uns les autres. Donc c'est pour ça que le polynôme associé, c'est bien ce que j'insiste ici, le polynôme associé est non nul. Donc si le polynôme associé est non nul, et que vous calculez en alpha, ce polynôme à coefficient entier, vous savez que alpha est transcendant, donc ça veut dire que ce déterminant est non nul. Donc comme alpha est transcendant, on en déduit alors que det de m, c'est non nul. Et c'est gagné, on vient de montrer que m est inversible. Et maintenant, qu'en est-il si je m'amusais à faire une permutation des coefficients? Alors, je vais peut-être garder l'explication qui est ici. Je vais effacer ici. Clac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Permuter les éléments que nous avons dans notre affaire. Ça veut dire juste que nous avons donc soit taux une permutation de n carré éléments, et on va considérer maintenant m indice taux comme étant a indice taux. Et après, encore une fois, ça va être n moins exactement le même indice. Donc n fois i moins 1 plus j. Donc toujours pareil avec i 1 inférieur ou égal à ij inférieur ou égal à n. Donc qu'en est-il pour cette chose-là? Pour cette chose-là, vous pouvez réécrire l'expression et vous allez voir très vite qu'on va se ramener à quelque chose qui ressemble beaucoup au raisonnement que j'ai ici. Donc si je commence à écrire un petit peu, je ne vais pas tout écrire, je vais juste écrire au moins le début. Donc si je commence à écrire le déterminant de m taux, eh bien je vais me retrouver avec quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit déjà là. Donc je vais avoir somme pour sigma dans Sn, très bien, de ça, fois ensuite le produit, donc que je fasse pas de bêtises, donc on va avoir alpha somme pour L appartenant à I sigma N, je ne sais pas, de taux, et ici je mets 2 puissance L. Ou ici I sigma N de taux, c'est en effet, hop, que je fasse pas de bêtises, donc ça va être en fait les indices qui s'écrivent taux de N I-1 plus sigma de I. Voilà, avec I toujours entre 1 et N. Très bien, et donc vous allez voir qu'en effet la conclusion va aller d'elle-même, même si pour l'instant c'est peut-être pas si évident à voir. En effet, à cause du fait que, si vous voulez regarder quels sont les monômes qui apparaissent, et encore une fois montrer que tous les monômes qui apparaissent sont distincts, sont de degrés distincts, vous devez considérer un cas d'égalité. Donc si vous avez ceci, n taux de 2 puissance L qui est égal à la somme pour L' dans I sigma prime n taux de 2 puissance L prime. Donc si vous avez cette égalité-là, encore une fois, grâce à l'unicité de la décomposition binaire, vous avez alors que I sigma n taux doit être égal à I sigma prime n taux. Et si vous appliquez taux moins 1, c'est ça l'astuce ici, si vous appliquez taux moins 1 à vos deux ensembles, ça veut dire que les deux ensembles obtenus I sigma n qu'on a vu précédemment et I sigma prime n doivent être égaux. Donc on revient à ce cas de figure, et ce cas de figure, on sait déjà que cela équivaut à dire que sigma égale sigma prime. Et donc, encore une fois, vous avez gagné et vous avez montré que chacun des monômes sont de degrés distincts. Donc ça veut dire que le polynôme associé à cette expression polynomiale en alpha est non nul. Et donc ça veut dire que calculé en alpha, puisque c'est un polynôme dans z crochet x, eh bien c'est encore une fois une expression qui va être non nulle dans mon calcul. Donc, par un raisonnement analogue, que je ne vais pas détailler, je vous laisse le soin de le faire si vous le souhaitez. On a que
le déterminant M2 est non nul. Et donc c'est gagné, je viens de démontrer que peu importe l'emplacement des n carrés coefficients que j'ai considérés, et coefficients définis de cette manière-là, alors je vais me retrouver à chaque fois avec une matrice inversible. Et donc voilà, ça c'était une preuve constructiviste assez jolie qu'on a pu me partager donc à travers les commentaires et les différentes discussions que je peux avoir par rapport à cet exercice. Donc voilà, je remercie encore une fois les gens qui m'ont gracieusement fait part de leurs idées et qui m'ont aussi fait part donc de différentes corrections qui pouvaient aussi exister dans ce sens-là. Alors je vais quand même souligner un truc hyper important. Parce que ça, je sais que ça peut être le genre d'erreur, enfin le genre de source d'erreur, on va dire, par rapport à ce raisonnement. J'insiste sur le fait que alpha devait être transcendant. Parce que si alpha n'était pas transcendant, si par exemple vous aviez décidé de mettre alpha comme étant juste égal à 2, ça risque de pas marcher. Parce que si vous avez alpha égal à 2, comment vous pouvez justifier que le polynôme qui est ici puisse s'annuler en 2 ou pas? Comment vous le justifiez? Parce que c'est pas impossible que le polynôme que vous allez obtenir ici est un polynôme, ok certes non nul, c'est exactement ce que je justifiais là, hein. Ça peut être un polynôme non nul, mais en calculant en un nombre comme 2, ben ça va donner 0. C'est pas impossible, exactement comme un polynôme caractéristique le ferait de manière générale. D'accord? C'est pas impossible ça. Là, vraiment, le truc qui est fort ici, c'est parce que j'ai d'abord décidé de mettre des puissances 2K pour m'assurer que les degrés qui sont en jeu sont distincts et donc que le polynôme que j'obtiens est non nul. Donc, en tant que polynôme, j'insiste, mais qu'ensuite ce polynôme, je le calcule en un nombre transcendant. Et comme ce polynôme est dans z crochet x, alors je peux affirmer que ce polynôme ne pourra pas s'annuler en alpha, parce que s'il s'annulait en alpha, ça voudrait dire que alpha n'était pas transcendant. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que le choix là de ce alpha, il n'est pas anodin, quoi. C'est vraiment un des cœurs, une des idées clés pour pouvoir construire les matrices que l'on souhaite. Je dis pas que c'est peut-être pas impossible que sur un exemple, une valeur de n donnée, on puisse s'en sortir peut-être avec un entier ou avec un rationnel. Enfin bref, je dis pas que c'est pas impossible. Mais si vous voulez le justifier sans avoir besoin de faire un calcul explicite de ce à quoi ressemble votre polynôme, et de devoir faire ensuite le calcul par rapport à la valeur donnée, parce que c'est ça la difficulté ici, il va falloir donc faire le calcul avec la valeur que vous avez choisie, alors rien ne vous dit a priori que cette expression polynomiale ne s'annule ou pas, enfin s'annule ou pas, par rapport à la valeur que vous avez choisie. Là ici, ce qui vous sauve, c'est le fait d'avoir choisi un nombre transcendant. Et ça vous sauve entièrement dans la suite de l'explication. C'est pour ça que c'est important d'avoir noté que vous avez un polynôme à coefficient dans z, et ensuite vous l'évaluez en alpha. Ok? Bref, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire concernant cet exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce complément. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!